Givaudan est le leader mondial de la création de parfums et d'arômes. Riche d'une tradition de plus de 250 ans, nous possédons une longue expérience de l'innovation en matière de senteurs et de saveurs. Nous sommes implantés à Vernier depuis plus de 125 ans et possédons des bureaux et des sites de production dans plus de 50 pays à travers le monde. En 2019, ce sont près de 15 000 employés qui travaillent à la création et à la fabrication d'émotions à travers une large palette de produits. Parfumerie fine, produits cosmétiques, parfumerie fonctionnelle pour les savons, lessives, détergents, mais aussi les arômes pour les boissons, les entremets ou les encas et tous ces produits en fait qui vous accompagnent au quotidien. Le monde évolue vite, nous le savons, et nous devons rester à son écoute, connaître les goûts et les préférences des consommateurs, anticiper les tendances et garder l'esprit ouvert. En fait, c'est cette curiosité et la capacité de nous réinventer au jour le jour qui nous permet de rester à la pointe de l'innovation et le leader dans notre domaine. En fait, la création a toujours été vraiment au cœur des activités de Givaudan. Ces créations se font en partenariat avec nos équipes, nos clients, nos fournisseurs, mais aussi les communautés qui nous entourent. Nous avons toujours eu à cœur de travailler de manière respectueuse, équitable, mais aussi éco-responsable. Et ces valeurs portent nos ambitions pour une croissance à long terme et pour une stratégie digitale gagnante. Jean-Marie Hotz, instituteur d'effroquet, passionné de dessin, qui est rentré dans l'horlogerie chez Omega, pour ne pas les nommer, en pleine crise horlogère, comme designer. Et puis ensuite, la technologie évolue, on découvre l'univers de la communication, du papier, des modes d'emploi, des catalogues. Et petit à petit, c'est plus des dessins de produits, mais c'est parler du produit, présenter le produit, le concept produit, et puis faire des catalogues, des livres, des concepts, des certificats de série limitée pour des choses très particulières. Et aujourd'hui, c'est une équipe d'une dizaine de personnes, des graphistes, des typos, beaucoup de typographes, parce qu'on fait beaucoup de mise en page, on travaille dans toutes les langues, y compris le chinois. Et donc voilà, il faut s'adapter, les technologies ont évolué. À l'époque, c'était le papier millimétré, maintenant c'est des pixels. Et on s'adapte, on développe. Je me présente, je m'appelle Philippe Crevoisier, je suis le successeur de mon papa qui lui avait fondé l'entreprise. Depuis 22 ans, je suis le CEO de cette société qui compte un peu plus de 80 personnes, active dans la machine-outil. Alors l'entreprise Crevoisier SA, elle est issue de la technique parce que mon papa, son fondateur, était déjà dans la technique. Donc nous, on a une culture dans l'innovation. C'est pas un beau matin qu'on est venu, tiens, on va innover. Si on vous présente un tout petit peu les machines, je vais tâcher d'être bref, on fait des machines qu'on a développées de haute performance avec un beau design, une belle ergonomie, qui respectent l'environnement dans la majeure partie des cas, parce que c'est pas que la mode, mais c'est une nécessité maintenant. Donc on travaille avec des machines pour rectifier des pièces, notamment de l'horlogerie, de l'automobile, dans les matériaux durs comme la céramique, le saphir et bien d'autres métaux, et puis des postes de polissage. D'où nous est venue l'idée de faire un concept innovant avec nos systèmes C710, qui a finalement la même base en départ, c'est un moteur 5001, le moteur qui est le moteur de base de nos postes de polissage finalement, où tous les accessoires qu'on a développés peuvent être montés dessus. Et puis ce robot collaboratif de dernière génération est vraiment intuitif, parce que le polisseur est mis en valeur finalement. C'est lui qui donnera les mouvements à la machine, c'est lui qui, avec son savoir-faire, donnera une compétence, une valeur ajoutée à cette machine. Et puis ce qu'on a remarqué finalement, c'est qu'un polisseur, lui, pourra s'occuper de 5 ou 6 machines. Puis un deuxième avantage, tous les travaux pénibles, les pénibilités dues au métier, on pourra s'en affranchir parce qu'ils seront faits par un robot. Puis encore autre chose qui n'est pas négligeable à mon goût, c'est qu'il y a beaucoup de pièces qui sont faites maintenant à l'étranger, puis on devrait certainement pouvoir baisser le coût en automatisant avec ce système. Donc ça devrait donner plus de travail en Suisse. Je m'appelle Stéphane Poggi, j'ai 54 ans déjà. Ça fait 17 ans que je suis chez Felco. J'ai commencé chez Felco en tant que directeur vente et marketing. Et puis en 2010, on a créé une spin-off qui s'appelait Felco Motion pour fabriquer nos outils électroportatifs. Et depuis là, j'ai vécu l'aventure Felco Motion pendant 10 ans. Et aujourd'hui, 10 ans après, une fois qu'on a amené cette société à un degré de maturité assez élevé,
on a réintégré Felco Motion dans Felco. Et aujourd'hui, je suis CEO et co-CEO de Felco avec mon collègue Christophe Nicolet. Dans la vie, j'aime le bateau, j'aime les défis et j'aime bien manger, bien boire. Je m'appelle Pierre-Yves Bonvin, je suis ingénieur de l'EPFL en microtechnique et je suis directeur de cette société depuis 2006. Ça s'appelle Steiger Participation, c'est une société qui a été fondée en 1949 et nous construisons des machines à tricoter rectilignes. Oui, bonjour, je m'appelle Steve Tanner et puis je suis actuellement le CTO, donc responsable technique d'EcoRobotics et aussi cofondateur de l'entreprise. Alors EcoRobotics, c'est une jeune entreprise qui développe des machines pour l'agriculture, des machines innovantes, comme par exemple cette machine que vous voyez ici. Donc notre but, c'est de pouvoir faire de l'agriculture avec moins de ressources énergétiques, mais aussi chimiques, et utiliser des machines plus légères qui respectent mieux les sols. Alors, mon nom est Agnès Petit, je suis CEO et fondatrice de la société Mobot, une start-up basée à Fribourg qui fait de l'impression 3D de béton. Je travaille depuis 13 ans dans le domaine de la construction et des matériaux de construction. J'ai d'abord développé des nouveaux ciments, fait de la stratégie commerciale dans ce domaine. Et puis j'ai passé plus de 7 ans à développer des produits en béton pour le génie civil, le bâtiment, l'aménagement urbain. Et j'étais toujours face à la même problématique. Ce qu'on développait n'était pas ce qui était utile ou nécessaire, devait être adapté sur le chantier. Et c'est comme ça que je suis venue à la fabrication digitale, fabrication avec un robot, parce que ça permet d'être hyper réactif et de répondre pour le lendemain. Christophe Taramarca, ingénieur en microtechnique, passionné d'automation, de robotique et passionné d'horlogerie, ce qui m'a amené à travailler pendant 25 ans pour spécifiquement les horlogers dans des technos d'assemblage, d'automation, chercher des nouveaux processus et aujourd'hui avec Orosis développer une nouvelle façon de penser à l'industrialisation et l'automatisation des horlogers en particulier. Alors je m'appelle Denis Vicré, j'ai 54 ans, je suis CEO de Soprod, une société du groupe Festina. 2 divisions, une division qui fabrique des mouvements quartz dans le canton du Valais, où on est aujourd'hui, et une division mécanique qui fabrique des mouvements mécaniques dans le canton du Jura. Soprod est une société qui existe depuis plus de 20 ans. Elle est spécialisée dans les mouvements horlogers, comme je vous l'ai dit, des mouvements quartz et des mouvements mécaniques. Elle a l'avantage nous sommes totalement verticalisés, aussi bien dans le domaine du quartz que dans le domaine du mécanique, ce qui est pour le Suisse un avantage non négligeable. Je m'appelle Étienne de Beauval, j'ai 2 fonctions au sein de Sogetri. La première, c'est la fonction de directeur industriel, donc je m'occupe majoritairement de tous les gros projets de développement qu'on va avoir, développement industriel, dont ce projet que vous voyez ici, qui n'est plus un projet qui est maintenant pleinement opérationnel. Et une seconde fonction qui est de m'occuper de toutes les filières de matières qu'on va recycler au sein du groupe. C'est-à-dire que je remets sur le marché auprès des industriels les matières recyclables qui vont sortir de nos centres de tri. Je suis Thierry Vialinck, je suis directeur général de Sogetri et Transvoirie, les 2 filiales romandes du groupe Helvetia. Ça fait 5 années que je suis dans le groupe Helvetia, après avoir travaillé une quinzaine d'années dans une autre filiale romande, une grande société de développement et de gestion des déchets en Suisse. Je me présente Camille Berthelot, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je travaille dans le monde du recyclage et actuellement je gère le centre de tri de Sortera. Ma principale activité durant ces 10 dernières années a été la gestion de centres de tri industriels. Sogetri est une entreprise qui est à l'origine cantonale. Sogetri, à l'origine, c'est le centre de tri du canton de Genève en 97, qui était à la Praille, et centre de tri qu'on a récupéré en 2004, qui ne permettait pas aujourd'hui d'atteindre les taux de recyclage des standards actuels. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on a voulu innover et se renouveler en créant ce centre de tri. Sogetri aujourd'hui est acteur sur l'ensemble de la Suisse romande, est présent dans le tri et dans le recyclage des déchets à travers 9 plateformes en Suisse romande dans le canton de Vaud, Fribourg et Genève ici. Alors, je pense que ça dépend des clients avec qui on parle. Certains clients sont complètement enthousiastes, vraiment précurseurs et ils voient vers quoi on tend. Ils comprennent aussi qu'on développe par étapes. Et ça, c'est pour nous vraiment des clients pionniers, donc avec qui on a vraiment envie de travailler parce qu'ils comprennent que ça va aller par étapes.
Et il y en a d'autres qui sont complètement, on va dire, dubitatifs ou alors qui n'y croient pas du tout parce qu'ils ont peur du changement ou parce qu'ils attendent que, je pense que d'autres passent avant eux et de prendre la deuxième vague. Voilà. C'est le mariage entre l'industrie traditionnelle et la digitalisation avec l'intégration d'un système de communication qui permet à l'utilisateur de la montre de pouvoir utiliser sa montre et la customiser avec une application. Alors, on est arrivé chez nos clients pas avec une innovation, on est arrivé vers nos clients avec des questions. En leur posant la question, mais de quoi avez-vous besoin? Quels sont les plus gros problèmes que vous avez à l'heure actuelle et qu'est-ce que vous avez besoin pour résoudre ces problèmes. Et étonnamment, quand on a commencé à creuser, nos clients ils sont arrivés vers nous, ils nous ont dit mais ce qu'on a besoin aujourd'hui c'est de savoir ce qui se passe dans notre vignoble, c'est de pouvoir planifier les choses, c'est de pouvoir relever des informations dans le terrain, c'est de pouvoir agréger toute cette information, mettre ça dans des bases de données et que quelqu'un nous redonne l'information facilement pour qu'on puisse nous développer après des stratégies de pulvérisation, des stratégies de traitement, des stratégies de remplacement, des stratégies d'engagement de personnel. Et en fait, on était parti pour faire du hard et on voulait faire du hard, mais nos clients nous ont dit on a besoin de soft, on a besoin d'intelligence, on a besoin d'intelligence numérique. Et c'est grâce à ces réponses-là qu'on a commencé à développer le concept Digivitis. Rapidité, agilité, tout ce que couvrent ces innovations digitales. En fait, elles nous offrent un véritable bénéfice à nous, mais aussi pour nos clients et pour notre collaboration avec eux. En fait, dans un monde comme le nôtre où tout va très vite, que ce soit le besoin de nos clients ou l'évolution des goûts des consommateurs, pouvoir s'adapter très rapidement, c'est clé. Par exemple, nous travaillons déjà sur des technologies de données analytiques prédictives qui permettent d'anticiper au mieux nos volumes de production, d'optimiser nos niveaux de stock et de matières premières. Mais pour revenir à Carto, la possibilité d'utiliser le côté visuel de cet outil, le large écran dont je parlais tout à l'heure, pour échanger avec nos clients, pour quasiment co-créer, pour comprendre leurs besoins, apporte une source d'inspiration clé pour nos équipes de création. En fait, cela va nous permettre de cibler au mieux leur travail et d'offrir le parfum ou l'arôme au plus proche des attentes du client, ce qui est extrêmement important. Alors, il a été très bien accueilli parce qu'on a pu développer ce concept avec un partenaire horloger. Ce n'est pas toujours évident quand vous avez des idées, quand vous voulez innover, mais vous pensez que vous avez toujours tout juste, ce qui n'est pas forcément évident. Alors avec lui, il nous a mis une personne à disposition, puis on a pu faire évoluer le concept. Donc, dans cette société-là, c'était plus ou moins joué, c'est un bien grand mot, parce qu'il y a toujours les gens sceptiques. Donc, on doit toujours remettre l'ouvrage sur le métier. Mais ce que les gens ont bien compris, c'était pas pour supprimer des emplois, mais au contraire, pouvoir en créer et puis aider le polisseur toujours en le mettant en avant. Parce que finalement, avec ce concept, on ne peut pas travailler sans les connaissances d'un polisseur. On a vraiment développé un HMI qui nous permet d'être intuitif, où vraiment la valeur humaine a un grand sens. Alors avec bonheur, évidemment, parce qu'ils étaient contraints d'aller piocher sur le marché des technos existantes. Puis aujourd'hui, on est vraiment un moteur d'innovation pour leur montrer que c'est faisable d'aller intégrer de l'automation et de la robotique, quels que soient les corps de métier. Donc on ouvre une nouvelle porte et des nouvelles perspectives, tout simplement parce qu'ils ont ce besoin aussi d'aller chercher à automatiser et puis optimiser leur productivité. Alors les agriculteurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, acceptent volontiers l'innovation quand elle leur apporte vraiment un avantage dans leur travail, un avantage économique mais aussi de bien-être, de facilité de travail. Donc notre robot a toujours bien été accepté par les agriculteurs. On est en entrée sur le marché, donc on n'a encore pas assez de recul au niveau de l'acceptation économique des machines par les agriculteurs. C'est une difficulté parce que dans l'agriculture, les cycles d'investissement peuvent être relativement longs. Les agriculteurs ne vont pas changer souvent d'équipement, c'est des équipements qui sont chers. Donc c'est clair que l'acceptation de la robotique dans l'agriculture va prendre du temps pour ces raisons-là. Alors, nous avons 3 segments. Le segment de la mode, le segment médical et le segment technique. Donc dans le domaine de la mode, nos clients sont des clients haut de gamme. Les rares qui continuent à produire en Europe, c'est des gens comme Versace, Max Mara, Dior, Chanel.
Et ces gens-là ont besoin de vêtements très haut de gamme. Ensuite, dans le domaine médical, nous produisons des vêtements de compression, genouillères, coudières ou des vêtements pour les grands brûlés. Et notre troisième segment, c'est le segment technique. Et dans ce cas-là, nous allons utiliser cette technologie de tricotage en 3 dimensions pour créer des pièces ultra légères tricotées avec des fibres composites, de la fibre de verre, la fibre de carbone. Alors en général, elles suscitent passablement d'intérêt parce que précisément c'est nouveau de ne pas opposer 2 univers, de ne pas opposer 2 mondes. On l'a créé pour être quelque chose de simple. On vient de l'univers Mac et on a fait quelque chose qui est user-friendly, qui est vraiment agréable à travailler. On n'a pas besoin d'informaticiens, il n'y a pas de programme à installer, il faut juste un accès Internet. Et donc, en général, ça suscite beaucoup d'intérêt. Et les gens qui sont au contact, vraiment, qui sont liés à la production de catalogues, qui sont en ligne ou en papier, ils sont assez vite sensibles à cette facilité d'utilisation ou de regroupement des données. Un autre aspect qui plaît beaucoup dans cette innovation, c'est la possibilité de gérer les traductions. Parce que la gestion des traductions, quand c'est un texte neuf, c'est facile. Parce que tu prends ton texte, tu le balances au traducteur, il te le rebalance, elle est bonne. L'année suivante, ce texte, on l'a peut-être un peu modifié. Mais ça, sur l'ensemble d'un livre, d'un catalogue, ça devient compliqué de ne pas oublier la petite phrase qui tue, la légende, etc. Et donc, notre système, lui, va chercher toutes les chaînes de caractères qu'il faut traduire. Et il va les réunir. Et ensuite, on pourra envoyer et mettre à disposition des traducteurs ces fichiers et ensuite les réimporter et les poser automatiquement là où ils doivent. Ça a aussi un avantage, selon les termes, on les traduit qu'une fois. On ne va pas traduire 15 fois acier inoxydable. On le traduit une fois et toutes les fois où il y a cette chaîne de caractères qui est dans le document, on va mettre ce document-là. Donc on fait aussi des économies de frais de traduction. Alors l'innovation du site, c'est de pouvoir traiter 2 types de flux différents, qui sont les déchets de chantier à trier. On va retrouver énormément de matières différentes dans ce type de flux, qui sont les inertes, les bois, différents types d'inertes recyclables et les plastiques. Ensuite, on a les déchets urbains des entreprises. On va venir séparer ce qu'on trouve dans les poubelles de bureau. On va travailler avec des nouvelles technologies qui sont principalement les Zen robotiques. Et après, on a une association de machines qui est innovante, car c'est la seule qui existe notamment en Suisse et en Europe. On travaille vraiment sur un prototype et c'est à nous de le faire vivre avec l'assemblier et de le développer. Je pense que le marché voit d'un bon œil toute innovation qui est réalisée et tout pari technologique, parce que chaque innovation est un pari technologique en soi. Il faut comprendre que ce que font les robots aujourd'hui, c'est-à-dire soulever des cailloux de 50 kg à une fréquence de 3 cailloux par seconde, c'est ce que faisaient les hommes à la praille. Et ça, on ne voulait pas que des hommes continuent à travailler dans des conditions aussi difficiles. C'est une des raisons pour lesquelles on a voulu confier ce travail à des robots, tout en sachant que bien évidemment, on a gardé les hommes, puisque Sogetri avec Sortera est passé d'un taux de tri de 30%. C'est-à-dire qu'avant, on triait que 30% des déchets qui rentraient sur notre centre de tri de la Praille, à un taux de tri de 80%. Donc, il faut bien comprendre que ces 80%, on les atteint grâce à de la technologie, qu'on a des cahiers des charges auprès des industriels pour les matières qui vont devenir les matières premières qui sont de plus en plus difficiles à atteindre. Et donc que ces hommes aujourd'hui continuent à travailler chez Sogetri. On a même recruté avec ce centre de tri de Sortera. Maintenant, ils ne sont plus affectés aux mêmes tâches. Ils sont affectés notamment à des tâches de contrôle qualité qui demandent un peu de formation et surtout un travail beaucoup plus ergonomique.